Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir cette rencontre à la Cité Audacieuse, rue de Vaugirard, sur le thème « Les femmes dirigeantes dans la haute fonction publique, enfin l'égalité ». C'est aujourd'hui la troisième rencontre du mois de l'égalité que nous organisons au sein de l'AATF, l'Association des administrateurs territoriaux de France, dont je suis la déléguée nationale à l'égalité professionnelle. Donc le thème les femmes dirigeantes dans la haute fonction publique, on revient sur la question des femmes au poste de décision, les femmes puissantes, comme j'aime utiliser cette métaphore, comme l'a utilisé Léa Salamé dans son émission bien connue sur France Inter. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord avoir quelques mots d'introduction par notre partenaire, le Laboratoire de l'égalité, puis le président de l'ATF, Fabien Tastet. Je leur cède tout de suite la parole et je reviendrai ensuite sur le reste du programme. Donc, Aline Crépin, secrétaire générale du Laboratoire de l'égalité. Bonjour à toutes et à tous et merci chère Françoise pour cette introduction. Alors le Laboratoire de l'égalité est bien sûr ravi d'organiser cet événement en partenariat avec la ATF et je suis très heureuse de vous accueillir, alors en grande partie virtuellement malheureusement, à la Cité Audacieuse. C'est un lieu emblématique car c'est le premier lieu en France où sont regroupées des associations de promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le combat du Laboratoire de l'égalité depuis 10 ans, puisqu'on fête cette année notre 10e anniversaire. Et on se fixe surtout sur l'égalité dans le monde du travail, qu'il soit bien entendu public ou privé. Alors, il y a eu depuis 10 ans des avancées notables, mais parfois des décalages de temporalité entre le public et le privé. Notamment, on en reparlera, je crois, tout à l'heure. Probablement parce que dans l'inconscient collectif, les valeurs de la République, le sens de l'intérêt général et le recrutement par concours sont suffisants pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais force est de constater que si les femmes sont majoritaires en nombre dans les fonctions publiques, elles restent minoritaires dans l'encadrement supérieur et dans les postes de direction. Or, c'est un enjeu majeur de faire émerger des femmes à des postes de responsabilité. C'est un enjeu majeur dans le privé, mais en particulier également dans les fonctions publiques, afin que la fonction publique joue aussi son rôle de modèle et mette en avant son exemplarité. C'est aussi extrêmement important que de faire émerger des femmes dirigeantes qui puissent être des rôles modèles et qui puissent générer des vocations parmi les jeunes femmes entrant dans la fonction publique. C'est tout l'objet de cet événement. Montrer que l'égalité femmes-hommes est possible, montrer qu'être une femme et avoir une poste de dirigeant est possible et qu'il serait dommage que les administrations continuent à se passer de leurs talents et de leurs expertises de haut niveau. Le Laboratoire de l'égalité sera en tout cas toujours aux côtés de la ATF pour en faire la promotion. Merci en tout cas pour ce bel événement qui s'annonce. Merci beaucoup Aline et vraiment merci encore pour nous accueillir ici à la Cité Audacieuse et pour ce partenariat qui d'ailleurs est déjà de longue date puisque le premier événement que nous avions organisé c'était au Conseil économique et social en 2018 avec Laure Bérény sur le plafond de verre. Donc c'est un prélude à notre intervention de tout à l'heure. Fabien, président de l'association, va nous dire son point de vue sur tous ces sujets. Merci, ma chère Françoise. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette conférence numérique. Merci, chère Françoise, notre déléguée nationale à l'égalité professionnelle femmes-hommes, d'animer, comme tu le fais si bien, ce mois organisé autour d'événements, de nombreux événements, puisqu'il y en aura 4. Dédié à l'égalité professionnelle femmes-hommes. C'est un combat, une mobilisation pour notre association de toute l'année et de tout temps, car cela fait de longues années qu'on est mobilisé sur ce sujet et avec d'autres, on a été plutôt précurseurs. On y travaille toute l'année, mais c'est vrai qu'on a souhaité, en ce mois de mars, consacrer plusieurs événements à cette mobilisation, à ce combat de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et on a souhaité le faire comme c'est notre pratique de longue date aussi, de façon collective avec le Laboratoire de l'égalité. Et je salue
Aline qui le représente aujourd'hui, parce qu'on a à l'ATF l'habitude de dire que ce combat-là, on ne le gagnera qu'en travaillant de façon collective. Et tu as rappelé, ma chère Françoise, qu'on a maintenant un structure et long partenariat avec le laboratoire de l'égalité dont on se réjouit. Alors, tu l'as dit, Françoise, il y a déjà eu 3 événements. Enfin, c'est le 3e événement, pardon. Le premier, on l'a consacré à un examen d'exemples de plans d'action. Parce qu'on aime bien dire à la ATF que le combat pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, ce n'est pas que de l'incantation, ce n'est pas que des discours. Il en faut, parce qu'ils ont une puissance mobilisatrice en quelque sorte, mais il faut aussi des actes. Il faut aussi agir au quotidien. Et c'est vrai que les plans d'action qui ont été prévus par la loi de transformation de la fonction publique permettent aux collectivités locales, aux acteurs publics de se mettre en mouvement et d'agir concrètement pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et c'était le premier objet de notre premier événement, donner à voir concrètement des plans d'action égalité professionnelle femmes-hommes. Et on avait organisé cet événement avec la sénatrice Martha de Cidrac et l'association Femmes élues des Yvelines, ce qui illustre bien ce que je disais tout à l'heure, la nécessité de travailler collectivement et notamment de travailler main dans la main aux fonctionnaires que nous sommes et élus sur ces sujets. Les élus, ce sont nos employeurs dans les collectivités locales et c'est extrêmement important qu'on les sensibilise et qu'on travaille avec eux sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Le deuxième événement qui était organisé avec notre délégation régionale Normandie, c'est un événement où nous avons pu entendre une entrepreneure, Aurélie, qui est venue nous parler de son parcours. Et c'est aussi pour nous très important d'avoir une approche publique-privée de ce sujet. C'est très important. Il n'y a pas de mur. On n'est pas pour les murs, nous, en règle générale. On n'est pas pour les murs entre les 3 versants de la haute fonction publique. On n'est pas pour les murs entre le public et le privé. On est pour les passerelles avec des checkpoints. Parce que les passerelles, il faut toujours qu'elles soient régulées. Et c'est très important que sur ce sujet de l'égalité pro-femmes-hommes, on travaille avec le secteur privé. Je pense qu'on a à apprendre les uns des autres. Et nous, par exemple, on est très soucieux à la ATF maintenant avec nos autres partenaires, ToGAP, où tu nous représentes, ma chère Françoise. On est très soucieux aussi d'essayer de mobiliser le secteur public sur la question de l'index. On a beaucoup travaillé sur la question des nominations et on va parler des nominations et de l'occupation des postes à responsabilité dans l'autre fonction publique par les femmes. Mais c'est aussi important de travailler sur les questions de rémunération. Et finalement, le privé le fait aujourd'hui à travers cette obligation de publication de l'index. Et je crois qu'il faut qu'on s'en inspire. Et c'est vrai que notre souhait à la ATF, ce serait en cette année 2021, de sensibiliser quelques collectivités pour qu'elles soient expérimentatrices d'un index que nous déclinerions dans le secteur public. Alors, il ne peut pas être tout à fait le même que celui qui est pratiqué dans le secteur privé. Mais en tout cas, ce serait bien que plusieurs collectivités ouvrent la voie, montrent l'exemple et donnent envie à d'autres collectivités de pratiquer l'index et de se mobiliser sur la question des rémunérations, qui est aussi importante que la question des nominations. Et puis, il y a cet événement d'aujourd'hui, ma chère Françoise, que tu vas introduire mieux que moi dans quelques instants, parce que, évidemment, la haute fonction publique ne peut pas être à l'écart de ce sujet. Vous savez que nous, à l'ATF, on travaille beaucoup sur la question de la haute fonction publique. On travaille actuellement avec la ministre sur la réforme globale de la haute fonction publique, avec la ministre Montchalin. Et l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est un volet indispensable de la réforme de la haute fonction publique. Voilà. Et ça ne tient pas évidemment qu'à des mesures juridiques, ça tient aussi à de la culture, à de la diffusion d'une culture professionnelle ouverte à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Voilà, on va en parler, j'en dis pas plus. Simplement, je conclus en vous redisant mon plaisir d'être parmi vous et que je suis très fier qu'on ait autant d'événements en ce mois de mars, grâce à toi, grâce à Sandra, grâce à toute l'association mobilisée, consacrée à ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur, chacun le sait, de la mobilisation pour l'égalité professionnelle femmes. Alors c'est toi, je crois, François. Mais oui, mais merci Fabien aussi de rappeler donc à quel point pour l'ATF, cette question d'égalité professionnelle est une priorité. Et d'ailleurs, nous avons récemment lancé un groupe de travail qui se réunit régulièrement spécifiquement sur ce sujet. Et en partenariat avec nos amis de ToGAP, nous avons également lancé une base experte qui contribuera aussi à alimenter celle de ToGAP. Donc aujourd'hui,
sur les femmes dirigeantes. Comment allons-nous, je vais donner un petit peu plus le programme de ce moment. Dans quelques instants, je vais donner la parole à Elsa Favier. Elsa qui a soutenu récemment sa thèse à l'École des hautes études en sciences sociales sur justement les femmes énarques et leur parcours. Elle nous en dira plus. Après la présentation d'Elsa, aussi, on a eu envie d'avoir des témoignages. Et donc, on a trois collègues, trois invités qui sont administratrices territoriales et qui ont accédé à des postes importants. Et donc, nous aurons deux collègues en ligne, Nadège Battista, qui est préfète à l'égalité des chances en Seine-et-Marne, Anne-Sophie Dourne, qui est DGS à la ville de Saint-Denis, et puis en présentiel, notre amie Delphine Servel, qui est directrice générale des services à la ville de Saint-Ouen. Donc, on a ces trois témoignages. Et ensuite, j'ai aussi invité notre chère collègue Nathalie Pile, qui est la présidente de TUGAP et également présidente de Administration Moderne, qui travaille depuis fort longtemps sur tous ces sujets. Et Nathalie apportera son éclairage sur l'importance du rôle des femmes dans la gouvernance et dans la prise de décision. Donc, merci à tous et toutes de votre présence et de votre engagement. Je crois qu'on est assez nombreux ce matin. Je crois qu'on a une centaine de participants, ce qui est quand même assez intéressant, de différentes origines, puisqu'on a à la fois des personnes des réseaux privés et publics, les collègues du laboratoire de l'égalité. Donc, c'est un public assez varié. Et donc tous nos réseaux publics-privés coordonnés par TUGAP. Et nous avons également, et ça c'est un petit peu une tradition depuis longtemps, notre ami Tommy, qui est dessinateur. Il nous avait déjà accompagnés au Sénat il y a 1 an et demi. On a beaucoup travaillé ensemble à la région Île-de-France aussi. Et donc Tommy nous fera faire un pas de côté, avec ses dessins qui sont souvent humoristiques. Voilà, et donc c'est lui d'ailleurs qui a fait le dessin pour l'invitation. Donc voilà, donc aujourd'hui elles sont bien là, nos femmes dirigeantes à des postes importants, sont des personnes inspirantes pour nous tous. Et donc aujourd'hui on va essayer de mieux les connaître et de mieux comprendre aussi les mécanismes qui mènent à ces postes importants. Donc, je vais donner la parole à Elsa qui a présenté les principaux résultats de ses travaux sur la haute fonction publique, sur cette lente féminisation de la haute fonction publique. Donc, merci beaucoup Elsa, on est vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui. On sait que tu es très très sollicitée et vraiment on te donne la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Elsa. C'est notre keynote speaker, comme j'allais dire en français dans le texte. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ma thèse de doctorat en sociologie, qui est là, donc je vais vous la montrer, qui s'intitule « Énarques et femmes, le genre dans la haute fonction publique ». Donc, pour commencer, je voudrais dire un grand merci aux organisatrices et aux organisateurs de cette journée. Je voudrais aussi vous dire merci à vous toutes et tous qui êtes là derrière votre écran. Vraiment, je me réjouis de discuter de mon travail avec vous. Donc, à présent, il est temps donc d'entrer dans le vif de ma thèse. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter son objet et l'enquête sur laquelle elle se fonde. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur les principaux résultats de mon travail en suivant le fil des 6 chapitres qui composent ma thèse. Donc, ma thèse, vous l'aurez compris, à ce stade, porte sur les femmes qui sont passées par l'École nationale d'administration, l'ENA, depuis sa création en 1945. En m'intéressant aux femmes qui ont fréquenté les bancs de cette grande école, qui constitue la voie royale pour accéder à la haute fonction publique d'État en France, j'ai cherché à éclairer un bouleversement social majeur des dernières décennies, la féminisation des élites administratives. Parce que si la haute fonction publique a longtemps été un territoire masculin, comme d'autres lieux de pouvoir, l'évidence de la domination masculine semble aujourd'hui ébranlée. Les chiffres en attestent, la haute administration est beaucoup plus féminisée qu'il y a une quinzaine d'années. Mais ce n'est pas tout, un changement idéologique s'est aussi opéré. Parité, mixité, égalité des sexes, tous ces mots d'ordre qui étaient l'apanage de militantes de la cause des femmes jusqu'au début des années 2000 ont trouvé depuis un écho au sommet de l'État. Dans ce contexte, ces dernières années, plusieurs rapports officiels et plusieurs travaux de sociologues ont été publiés pour rendre compte des inégalités de genre dans la fonction publique. Ils analysent notamment la disparition des femmes au fil de la progression vers les plus hauts postes, ce qu'on appelle le plafond de verre.
Donc, tout en m'inscrivant dans la lignée de ces recherches, j'ai effectué un pas de côté. Car si aujourd'hui on connaît bien les mécanismes de l'exclusion des femmes, on ignore en fait encore beaucoup de choses à propos de la féminisation de la haute fonction publique. Par exemple, comment est-ce qu'il est devenu possible que des femmes accèdent à des positions de pouvoir au sein de l'État, qui étaient historiquement monopolisées par des hommes? Qui sont les femmes qui peuvent prétendre à ces positions professionnelles tout en haut de la hiérarchie sociale? Comment est-ce qu'elles apprennent à endosser des rôles de hauts fonctionnaires qui sont associés au masculin, qui ont été historiquement construits comme masculins? À quelles conditions est-ce qu'elles peuvent tenir ces rôles de manière légitime? Donc voilà les questions que j'aborde dans ma thèse. Donc pour répondre à ces questions, j'ai mené une longue enquête qui a duré 8 ans, entre 2012 et 2020. Cette enquête, elle comporte un volet ethnographique. J'ai réalisé des entretiens biographiques, principalement avec des femmes énarques et avec des membres de leur famille, donc leurs conjoints, parfois leurs mères, parfois leurs enfants. J'ai aussi effectué des observations, donc notamment des observations du travail dans le cadre d'un stage de 2 mois dans une préfecture dirigée par une femme énarque. Mais j'ai aussi eu l'occasion d'observer des énarques dans d'autres contextes, des déjeuners, des soirées, des réunions de collectifs de hauts fonctionnaires mobilisés en faveur de l'égalité femmes-hommes, etc. À propos de cette enquête ethnographique, il me semble important de vous préciser 2 choses. D'abord, premièrement, je suis proche du milieu que j'ai étudié. J'y suis liée par filiation parce que 2 femmes de ma famille sont passées par l'ENA. Mais j'en suis aussi proche en raison de mon parcours scolaire. J'ai été élève à l'école normale supérieure, une école qui n'est pas une école du pouvoir comme l'ENA, mais qui jouit d'un certain prestige intellectuel aux yeux des énarques. En revanche, je ne suis pas moi-même haute fonctionnaire. Cette position que j'ai appelée une position frontalière, elle a présenté des avantages. Elle m'a notamment beaucoup facilité l'accès à des entretiens, à des observations, mais elle a aussi induit des biais. Donc ça, c'est la première chose que je voulais préciser à propos de cette enquête. Et la deuxième chose qui me semblait important de préciser, c'est que mon enquête, elle s'est déroulée dans un contexte historique qui est très particulier, que vous connaissez bien toutes et tous, un contexte où les discours sur l'égalité femmes-hommes gagnaient en visibilité et en légitimité au sommet de l'État. Donc, caractéristique de ce contexte, un élément important, c'est notamment une loi qui a imposé aux administrations de respecter des quotas par sexe lors des nominations, qui a été adoptée en 2012. Et si je précise ça, c'est parce que ce contexte, il a été en fait propice à des formes de réflexivité sur le genre de la part des enquêtés. Mais il a aussi fallu composer avec quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué en tant que sociologue, avec le fait que je n'étais pas du tout la seule à voir le genre sur le terrain. Donc ça, c'est le premier volet de mon enquête. Il y a un deuxième volet, en parallèle de cette enquête ethnographique. Je me suis lancée dans la construction d'une base de données sur les trajectoires des femmes et des hommes qui sont sortis de l'ENA entre 1975 et 2000. Donc cette base, je l'ai constituée à partir de fiches de renseignements sur les élèves de l'ENA auxquelles la direction de l'école m'a donné accès. Elle contient des informations biographiques détaillées sur le milieu social d'origine, sur les parcours dans l'enseignement supérieur, sur la vie familiale avant et au moment de la scolarité à l'ENA, sur les carrières professionnelles avant l'ENA pour les élèves qui sont entrés en cours de vie active. On sait aussi quel a été le classement des élèves au terme de leur scolarité et l'affectation qu'ils ont choisie. Donc finalement, cette base de données, elle permet de travailler sur les parcours des femmes et des hommes jusqu'à la sortie de l'ENA et de travailler sur cette question dans une perspective historique. Donc sans entrer dans les détails de cette base de données, parce que j'en ai assez dit, je voudrais quand même vous préciser que la construire a été un travail de très longue haleine. Il fallait partir de fiches papier et ensuite les saisir, ensuite retravailler des catégories, elles n'ont pas été conçues pour faire des statistiques, donc créer des catégories, etc. Voilà. Donc j'en viens maintenant à ce que cette enquête sur les femmes énarques nous apprend sur la féminisation des élites administratives. Et je vous disais, je vais vous présenter les principaux résultats de ma thèse en suivant le fil des 6 chapitres qui la composent. Donc, dans le premier chapitre, c'est un chapitre où je replace l'histoire des premières générations de femmes énarques dans une histoire plus longue, celle de l'accès des femmes à des métiers d'autorité dans la fonction publique depuis le 19e siècle. Donc, vous le savez sans doute, l'ENA est mixte depuis sa création en 1945, à la différence d'autres grandes écoles, comme Polytechnique ou HEC, qui n'acceptent des filles qu'à partir des années 1970.
On pourrait donc penser que l'ENA est une école qui a joué un grand rôle dans la féminisation de la haute fonction publique. Et d'ailleurs, plusieurs chercheurs affirment que l'ouverture de l'ENA aux femmes constitue une révolution, une étape capitale. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et ce premier chapitre de ma thèse permet de défaire ce mythe selon lequel, en fait, l'ouverture de l'ENA, la création d'une ENA mixte, qui était mixte en fait avec des grosses restrictions, aurait permis la féminisation de la haute fonction publique. En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé pendant les 30 premières années d'existence de l'école. Il y avait plus de femmes cadres dans la haute fonction publique, enfin dans la fonction publique avant la création de l'ENA que ce qu'on en trouve dans les années 60-70. Donc, dans les chapitres 2 et 3, je m'intéresse au profil des femmes et des hommes qui sont entrés à l'ENA à partir des années 1970. C'est en fait dans ces années-là que les femmes cessent d'être des exceptions à l'ENA, que débute véritablement la féminisation de cette école. Donc, le deuxième chapitre est consacré aux élèves qui sont admis par le concours externe, qui se passe directement à l'issue des études supérieures. Et le chapitre 3, lui, porte sur les élèves qui sont admis par deux autres concours, le concours interne et le troisième concours, qui se passe en cours de vie active après plusieurs années d'expérience professionnelle. Dans le chapitre 2 sur les externes, je montre d'abord, premier résultat, que la féminisation n'a pas modifié le recrutement social et scolaire exigu des étudiants qui entrent à l'ENA. Comme leurs homologues masculins, les jeunes femmes qui sont reçues au concours externe sont principalement originaires des classes supérieures et elles viennent parachever à l'ENA un parcours scolaire élitiste. Ça les distingue de leurs condisciples qui sont entrés à l'ENA en cours de vie active, qui, eux, sont plus souvent issus des classes moyennes et populaires. Donc ça, c'est un premier résultat. Un deuxième résultat, c'est quand même, quand on regarde de plus près d'où viennent les filles et les garçons qui sont admis à l'ENA à partir des années 70, j'ai pu identifier deux générations de femmes énarques. Les filles qui sont admises à l'ENA dans les années 70 ont des profils en fait différents de ceux des garçons. Elles sont plus souvent qu'eux issues de familles qui sont ancrées dans le monde du public, avec un père ou une mère qui travaille déjà dans la fonction publique. Mais autre élément aussi très important, leurs mères sont souvent actives sur le marché du travail et, plus étonnant encore, elles exercent déjà souvent des professions supérieures, ce qui est très rare pour des femmes de leur génération. Donc ces atouts familiaux des filles qui sont admises à l'ENA dans les années 70 permettent de comprendre qu'elles aient eu l'audace de se présenter au concours de l'ENA à une époque où il ne fait pas du tout partie du domaine du pensable de la plupart des filles, même quand elles sont issues des classes supérieures. Les parcours dans l'enseignement supérieur des femmes d'énarques de cette génération, ils sont marqués par le fait que la plupart des grandes écoles excluent encore les femmes. Donc toutes les femmes qui rentrent à l'ENA dans les années 70, quasi toutes sont passées par Sciences Po Paris, qui est une des rares écoles qui leur est ouverte, alors que les garçons ont des parcours beaucoup plus variés. À partir des années 1980, les différences entre les élèves des deux sexes s'estompent. Filles et garçons viennent désormais des mêmes familles, ont les mêmes trajectoires scolaires avant d'entrer à l'ENA. Ces évolutions du recrutement de l'ENA sont liées à un rapprochement des ambitions que les parents des classes supérieures nourrissent pour les filles et les garçons et à l'instauration de la mixité dans les autres grandes écoles. Le chapitre 3 est consacré, je vous le disais, aux élèves qui rentrent à l'ENA en cours de vie active par le concours interne et le troisième concours. Alors, ce qu'on savait sur ces concours, avant que je ne m'y intéresse, c'est qu'ils constituent des voies de rattrapage social qui permettent à des personnes moins nanties que les externes d'accéder à la haute fonction publique. Sauf que, en faisant des statistiques sexuées, j'ai constaté que si la moitié des hommes sont issus des classes moyennes et populaires, c'est en fait le cas de moins d'un tiers des femmes. Donc, l'ascension de classe via l'ENA, via le concours interne et le troisième concours de l'ENA, est un privilège masculin. Ce constat frappant m'a conduit à me poser deux questions. La première question, c'est comment est-ce que ça se fait que ces concours représentent une voie de promotion de classe pour les hommes plus que pour les femmes? Alors, je passe sur cette question, mais vous trouverez des réponses dans le chapitre 3 de ma thèse, si vous voulez le lire. Je peux vous l'envoyer si vous souhaitez la lire. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est de montrer comment la position des hommes dans leurs rapports sociaux de sexe favorise l'ascension de classe, alors que la position des femmes, notamment dans les couples hétérosexuels, etc., empêche cette ascension de classe. Mais je vous parle plutôt de la deuxième question, qui est moi celle qui m'intéresse encore plus. C'est est-ce qu'on doit conclure
du fait que l'ascension de classe via l'ENA est un privilège masculin, est-ce qu'on doit conclure que les femmes qui rentrent à l'ENA au cours de leur vie active sont immobiles socialement? Alors, à l'aune des catégories qui sont classiquement utilisées en sociologie pour analyser la mobilité sociale, oui, la plupart des femmes énarques sont immobiles. Mais à mon sens, leur entrée à l'ENA s'inscrit dans des parcours de mobilité à la fois intra- et intergénérationnels. Et pour vous le montrer, je vais partir d'un cas concret. Un cas concret qui est tout à fait réaliste. Donc, prenons une professeure agrégée dont le père est haut fonctionnaire et la mère est inactive. Donc, la mère inactive. Et cette femme passe le concours de l'ENA après avoir enseigné dans l'enseignement secondaire pendant plusieurs années. Cette femme-là, à l'aune des catégories socioprofessionnelles, elle exerçait déjà en fait une profession supérieure avant d'entrer à l'ENA. C'est toujours le cas ensuite. Elle ne bouge pas dans l'échelle des catégories socioprofessionnelles. Donc, on pourra en conclure qu'elle ne connaît pas de mobilité professionnelle. Sauf que professeur agrégé, c'est une profession professionnelle qui est certes supérieure, mais qui est une profession à prédominance féminine. Or, en devenant énarque, cette femme accède à un univers où les hommes sont majoritaires et où les rôles professionnels sont masculins, sont associés au masculin. Elle connaît donc en fait une professionnelle du point de vue du genre. Ce que vous ne savez pas encore sur cette femme, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette femme est mariée et elle est mariée à un avocat d'affaires. En devenant énarque, elle devient l'égale, voire la supérieure de son conjoint en termes de position professionnelle, ce qui est hors norme dans la société française. Ça aussi, on peut considérer que c'est une forme de mobilité. Maintenant, comparons cette femme à ses parents. Pour des sociologues de la mobilité sociale, cette femme, elle reproduit la position de classe de son père, qui est lui-même haut fonctionnaire. Sauf que du point de vue du genre, elle occupe une position qui est très différente de celle de sa mère. Sa mère inactive se trouvait dans une situation professionnelle féminine, et en outre, sa mère était en couple avec un homme qui était supérieur à elle d'un point de vue professionnel. Bref, ce que je veux dire, donc en fait, cette femme-là, elle s'écarte du modèle de rôle sexué qui est incarné par ses parents en entrant à l'ENA. Donc bref, si on se détache d'une vision androcentrée de la mobilité sociale, qu'on change de référentiel en tenant compte du fait que l'espace social n'est pas seulement structuré par des rapports de classe, mais aussi par des rapports de genre, on voit que les femmes énarques sont mobiles. Pour donner à voir ces déplacements sociaux, j'ai forgé une notion qui est celle de mobilité de genre. Alors, je ne vous fais pas la présentation conceptuelle de cette notion, mais le cas concret permet d'illustrer, qui en fait permet de penser des déplacements sociaux dans un espace du genre en tenant compte à la fois de la situation professionnelle et de la situation conjugale. J'en viens maintenant donc, au quatrième chapitre. Donc là, pour l'instant, je me suis intéressée à l'entrée à l'ENA. Maintenant, dans le quatrième chapitre, je m'intéresse aux dynamiques de genre à la sortie de l'ENA. Car, vous le savez sans doute, entrer à l'ENA est une chose, mais en sortir en est une autre. Puisqu'à l'issue de la scolarité, les élèves sont classés et que c'est en fonction de classement qu'ils choisissent un poste dans la haute fonction publique. Or, tous les postes offerts aux élèves de l'ENA ne se valent pas. Les élèves les mieux classés ont la possibilité d'intégrer les administrations les plus prestigieuses et offrant les meilleures perspectives de carrière. Donc, dans ce chapitre, je pose deux questions. Première question, est-ce que les femmes sont aussi bien classées que les hommes à la sortie de l'ENA? Et deuxième question, est-ce qu'à classement équivalent, les femmes et les hommes choisissent les mêmes postes? Alors, je montre, pour répondre à la première question, que les femmes sont moins bien classées que les hommes des années 1970 au milieu des années 90. Pour vous donner un ordre d'idée, être un homme des années 70 au milieu des années 90, ça vous donne 2 fois plus de chances de sortir dans les grands corps. Et sur une promotion de 100 élèves, ça vous fait gagner en moyenne 5 places. Donc, mais cet écart de réussite entre les élèves des deux sexes disparaît ensuite, en tout cas s'atténue. Alors, je fais une toute petite précision parce que là, ça mériterait en fait un approfondissement. Vous avez compris que ma base de données s'arrête au début des années 2000. Et en fait, ce qu'on voit à la fin, ce qu'on voit sur la fin, c'est que en fait, l'écart de classement, l'écart de réussite se tasse dans le haut du classement. C'est-à-dire que c'est plus un handicap d'être une femme pour sortir dans les grands corps. Par contre, il reste des inégalités, c'est-à-dire qu'on est plus dans le bas du classement. Or, en fait, les travaux qui existent sur la suite de l'histoire, qui analysent le classement, ne s'intéressent jamais à ce qui se passe ailleurs que dans le haut du classement. Donc, je le dis, pour des personnes qui travailleraient sur les classements, il ne faut pas s'intéresser juste en haut. Ce n'est pas parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sortent, que les femmes sont bien représentées dans les grands corps qu'en fait, il n'y a pas d'autres inégalités un peu plus bas. Voilà. Donc, ça, c'était pour le classement.
Et j'en viens au choix d'affectation à la sortie de l'ENA. Donc, à rang de sortie équivalent, ils sont différenciés selon le sexe. C'est en fait surtout le cas au milieu et à la fin du classement, où les élèves ont le choix entre des postes qui sont moins nettement hiérarchisés que dans le haut du classement. En fait, dans le haut du classement, il y a assez peu de différence entre hommes et femmes, sauf les mères de famille qui ne vont pas à l'inspection générale des finances, qui préfèrent le Conseil d'État et la Cour des comptes pour des questions notamment d'organisation du travail, et aussi parce que l'inspection générale des finances n'est pas montrée très accueillante, se montre pas, c'est historiquement pas montrée très accueillante à l'égard des femmes et puis des personnes un peu plus âgées que les externes. Voilà. Mais, mais en tout cas, il y a assez peu de différence de choix en haut du classement. Par contre, il y en a au milieu et à la fin du classement. Là, les femmes et les hommes s'orientent, comme les administrations sont moins hiérarchisées, moins nettement hiérarchisées, les femmes et les hommes s'orientent davantage selon leurs goûts, qui sont façonnés par la socialisation de genre et en fonction de contraintes familiales. Et en fait, ça donne des choses. Bon, alors, les goûts façonnés par la socialisation de genre, vous imaginez bien, ça donne par exemple plus de femmes qui vont dans les ministères sociaux. Ça, c'est. Voilà. Alors, pas du tout au ministère de l'Éducation nationale, par contre, mais ça donne. Mais le fait que ça soit aussi. Que les choix finalement soient aussi orientés en fonction de contraintes familiales, surtout pour les femmes internes, hein, assez peu pour les femmes qui rentrent à l'ENA par le concours externe. Ça donne des choses assez étonnantes, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a tout le choix, par exemple, des tribunaux administratifs qui permettent en fait une relative liberté d'organisation, en fait de masquer les contraintes familiales en travaillant. C'est pas que c'est des postes moins contraignants, c'est qu'ils permettent de masquer les contraintes familiales en travaillant à domicile, voilà. Donc ça donne des choses comme ça, mais ça donne aussi des choses, par exemple, beaucoup de femmes qui vont au ministère de l'Agriculture, et on voit statistiquement cette surreprésentation parce que c'est un ministère qui est réputé, qui est réputé imposer moins de contraintes horaires que d'autres ministères. Donc, ce n'est pas forcément des choses très attendues ou des femmes qui vont choisir, par exemple, à un moment, le ministère de l'Industrie, une enquêtée, parce que en fait, c'est le plus proche de chez elle en termes de distance géographique. Et du coup, ça lui permet de faire des plus longues journées de travail, voilà, tout en rentrant pour s'occuper de ses enfants. Donc, j'en viens maintenant aux 2 derniers chapitres qui sont assez différents, en fait, qui sont des chapitres beaucoup plus ethnographiques et qui s'intéressent en fait aux conditions auxquelles les femmes énarques peuvent être reconnues comme légitimes à occuper des postes de pouvoir historiquement masculins. Donc, dans le chapitre 5, je m'intéresse à l'apprentissage d'un style de féminité dirigeante au cours de la scolarité à l'ENA. L'idée que je défends, que je démontre dans ce chapitre, c'est que pour être reconnues comme des énarques prometteuses, les jeunes femmes apprennent à incarner un certain style de féminité, qui est un style de féminité situé dans l'espace des classes sociales, un style de féminité de classe supérieure, mais aussi un style de féminité blanche. Donc, en fait, j'introduis dans ce chapitre quelque chose que je n'ai pas fait avant dans les autres chapitres. Avant, vous avez compris que je m'intéressais beaucoup au croisement des rapports de classe et des rapports de genre. Et là, je m'intéresse aussi dans ce chapitre au processus de racialisation. Donc, les stages en préfecture et en ambassade qu'effectuent les élèves pendant la scolarité à l'ENA, ils constituent un moment clé de l'apprentissage de ce style de féminité. Ces stages, ils constituent une épreuve très différente pour les femmes et pour les hommes, parce que là où les hommes se forment par imitation au contact de leurs supérieurs masculins, les femmes sont confrontées dans les ambassades et les préfectures, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, font partie des administrations les moins féminisées à leur sommet. Là où les hommes se forment par imitation au contact de leurs supérieurs masculins, les femmes sont confrontées au fait que les seuls rôles féminins disponibles dans ces institutions sont ceux de subordonnées ou d'épouses. Donc, il n'y a pas de place naturelle. C'est un terme qui revient beaucoup dans les entretiens, mais en fait, il n'y a pas de place socialement instituée pour des corps qui soient à la fois des corps de femmes et des corps de hauts fonctionnaires. Donc, pour les femmes, la socialisation a un rôle de haut fonctionnaire. Elle comprend l'apprentissage de la gestion de ce corps qui renvoie à une altérité. Donc, je montre tout ce travail corporel qu'il y a à fournir pendant la scolarité à l'ENA, notamment dans les stages, pour apprendre ce style de féminité dirigeante. Dans le dernier chapitre de la thèse, je m'intéresse à la féminisation d'un rôle de haut fonctionnaire, celui de préfet, qui est particulièrement masculin.
Donc, je me demande ce qui se passe lorsque le préfet est une préfète. Et donc, pour répondre à cette question, je m'appuie sur l'observation dont je vous ai parlé, que j'ai réalisée dans une préfecture dirigée par une femme énarque. Cette femme, c'est une femme qui a un parcours qui est conforme au modèle masculin dominant. Quand je dis conforme, c'est pas, quand je dis conforme au modèle masculin dominant, c'est qu'elle est énarque, comme beaucoup d'hommes qui accèdent à des positions élevées dans la préfectorale. Et elle est une des rares femmes qui a connu une longue carrière ascendante dans la préfectorale, marquée par de nombreuses mobilités géographiques et l'occupation de postes importants. Donc, en raison de cette trajectoire qui est conforme au modèle dominant, elle échappe à des soupçons d'illégitimité qui pèsent sur d'autres femmes que j'ai pu observer dans la préfecture, notamment celui d'être une femme quota, celui de devoir sa place à un homme, qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un amant. Mais il n'en demeure pas moins que pour asseoir sa légitimité, cette préfète doit néanmoins fournir un important travail, en tout cas que moi je catégorise comme tel, je ne sais pas si elle le catégoriserait comme tel, mais pour moi c'est du travail, pour s'ajuster à l'idéal viril de la profession, pour mettre à distance les stigmates qui sont associés au féminin dans cet univers professionnel, tout en donnant des gages de féminité. Alors, ces tactiques de virilisation de cette femme attestent la nécessaire conformation des préfètes à la définition masculine du rôle de préfet. Si je vous donne des exemples, pour vous donner des exemples concrets de ça, ça veut dire que, par exemple, il y a tout un travail qui est fait pour mettre à distance toutes les choses qui pourraient être interprétées comme des émotions. Je vous donne un exemple, je vous donne un tout petit exemple concret, alors qu'il date plutôt du début de sa carrière que du moment de l'observation en préfecture, mais il y en aurait. C'était que, par exemple, la première fois qu'elle a été nommée, quand elle est sortie de l'ENA, elle a été nommée à un poste de directeur de cabinet d'un préfet. Et c'était l'époque où les directeurs de cabinet choisissaient d'exempter ou non des hommes du service militaire. Et le général de la ville en question, où elle se trouvait, lui a dit de toute façon, vous êtes une femme, donc c'est sûr, vous allez délivrer plus d'autorisations que nécessaire. Et en fait, elle disait, bah non, j'en ai pas délivré plus, mais on voyait qu'il y avait cet effort en fait, de devoir mettre à distance tout le temps tous ces stigmates associés au féminin dans ce milieu-là, le fait d'être potentiellement trop dans l'émotion, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en aurait d'autres. Par exemple, elle évite toutes les manifestations de tout ce qui pourrait renvoyer à la sexualité, y compris dans les signatures de mail, ne pas mettre bien à vous, dit-elle, parce que je ne suis pas à eux. Donc il y a tout un... Et moi, je voyais que ce travail-là, c'était aussi un travail qui était fait collectivement. Donc moi, à cette époque-là, quand j'étais stagiaire, une des choses que je faisais, c'était d'écrire des discours pour la préfète, et j'avais jamais fait ça de ma vie. Et c'était pas rare qu'on me barre, que les personnes qui étaient au-dessus, qui validaient les discours, barrent certaines expressions en disant trop féminin. Voilà. Donc plutôt choisir avec force que je m'engage corps et âme, par exemple. Voilà, des choses comme ça, tout ce qui peut rendre. Voilà. Donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, cette femme, le fait que le rôle de préfet là soit occupé par une femme, ça contribue quand même, ça contribue, c'est pas pour dire que c'est mieux, j'ai pas d'avis là-dessus, mais ça contribue à modifier le rôle de préfet sur un point au moins, qui est que le rôle de préfet, il a été historiquement construit autour d'une absence de séparation entre vie professionnelle et vie privée. Et cette femme, prise dans des contraintes liées au genre, elle est conduite à rétablir des frontières entre les deux. Mais en fait, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce que cette porosité entre vie professionnelle et vie privée, elle ne fonctionne pas du tout. Enfin, elle l'expose trop à plein de choses. Donc, elle est conduite à rétablir des frontières entre les deux. Donc, concrètement, par exemple, elle évite autant que possible de sortir le soir ou de recevoir à la résidence préfectorale. Alors, pour plein de raisons. Par manque de temps, quand elle avait ses enfants, en raison de contraintes familiales. Quand elle était mariée, parce que son mari supporte difficilement de jouer en public le rôle subalterne de mari de la préfète, et que par conséquent, en fait, c'est plus simple d'éviter ce genre de moments qui sont à la fois privés et professionnels. Elle évite aussi de recevoir seule ou de sortir seule, parce qu'elle estime que dans ces milieux, il faut être en couple, et que donc sortir seule pour une femme, ça ne se faisait pas forcément. C'est pas forcément possible. Ça lui évite aussi toutes les relations avec les épouses de ses collaborateurs qui sont pas toujours toujours simples. Donc en fait, prise dans des contraintes liées au genre, elle est conduite à rétablir des frontières entre vie privée et vie professionnelle.
Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai largement parlé 20 minutes. Peut-être juste dire que pour conclure, je vais juste vous dire ce sur quoi moi j'aimerais continuer à travailler, même si voilà, ça sort un peu du cadre, mais qu'en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, une des choses qui m'a beaucoup intéressée dans ma thèse, c'est cette notion de mobilité de genre. Et donc, j'aimerais continuer à travailler là-dessus au-delà du cas des femmes énarques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo Elsa, c'est vraiment une présentation passionnante. C'est vraiment tout à fait impressionnant aussi de voir que c'est un travail de très longue haleine. 8 ans de recherche, c'est quand même pas rien. Donc, moi, je suis ravie de voir qu'il y a eu pas mal de recherches au niveau de la fonction publique d'État. Hein. Il y a eu le livre sur le plafond de verre et l'État, donc avec Laure Bérémy que nous connaissons. Donc, c'est ce travail de recherche vraiment passionnant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal. Je pense qu'il y a moyen pour nous aussi de trouver pour nous qui sommes plus dans la fonction publique territoriale à l'ATF, de trouver aussi des sources d'inspiration et aussi des points de réflexion. Et là, on va le voir avec nos 3 témoignages qui vont réagir donc à ce travail très important que tu as présenté. On voit que ce n'est pas évident. Les grandes écoles de la République qui sont mixtes ne riment pas forcément avec égalité. L'ascension de classe peut concerner plus parfois les hommes que les femmes. Donc, on a beaucoup de paradoxes, beaucoup de questions qui se posent. Et vraiment, moi j'appelle de mes voeux aussi que dans les 3 versants de la fonction publique, on puisse avoir des recherches de cette qualité, qu'on puisse vraiment mieux connaître aussi nos femmes dirigeantes. Donc aujourd'hui, c'est déjà une première étape, puisque nous allons faire réagir 3 femmes. Et la première, c'est Nadège Batista. Et Nadège est préfète. Donc c'est très intéressant, puisque Nadège va pouvoir nous dire comment ça se passe pour elle. Nadège qui est préfète à l'égalité des chances dans le département de Seine-et-Marne. Est-ce que Nadège, je pense qu'elle est en ligne, elle nous entend. Nadège, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Est-ce que toi, tu as été confrontée aussi au fait de mettre à distance tes émotions? Est-ce qu'aujourd'hui, devenir préfète, ça reste être une pionnière? Voilà. Est-ce qu'il est compliqué d'asseoir sa légitimité en tant que femme préfète? Je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Voilà, donc je te donne généreusement quelques minutes pour nous expliquer cela. Je rappelle aussi que nos participants à distance peuvent poser des questions sur le chat et que nous essaierons d'en prendre quelques-unes après chaque intervention. Donc Nadège, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour Françoise. Voilà, j'en profite pour saluer ton animation, la coordination du groupe de l'ATF sur l'égalité professionnelle homme-femme qui est extrêmement actif. Et je salue également Elsa et sa thèse que j'ai tenté de lire hier soir. J'avoue ne pas être arrivée jusqu'à la 450e page, mais néanmoins, j'ai pu découvrir l'histoire passionnante de Martine Blanc et sa carrière dans la préfectorale. Voilà, ça m'a vraiment passionnée. Pour ma part, alors je suis ravie de pouvoir faire part de cette expérience. Pour ma part, je suis une spécialiste des métiers de niche. Voilà, on peut le dire comme ça. Je suis actuellement préfète déléguée pour l'égalité des chances en Seine-et-Marne. Donc nous sommes 10 en France. Mais avant d'être préfète, j'ai été officier de marine, militaire, ingénieur et directrice générale de collectivité. Donc, j'ai fait le choix d'un parcours professionnel extrêmement diversifié. Donc, j'ai toujours évolué dans des milieux où les femmes étaient extrêmement peu représentées. Et dans tous les milieux, voilà, dans tous ces milieux-là, d'ailleurs, on parle de féminisation, preuve qu'un mouvement est à l'œuvre. Alors, moi, je suis rentrée à l'école navale en 1998, soit très peu de temps après la première promotion de femmes, puisque la première femme est rentrée en 93. Donc à l'époque, nous étions moins de 10% chaque année d'une promotion, ce qui est extrêmement peu. Voilà. Et ensuite, je me suis spécialisée en génie atomique. Voilà. Donc j'ai vraiment, pour le coup, choisi des créneaux assez étroits. Et donc j'ai exercé en tant qu'ingénieur en génie atomique sur le Charles de Gaulle. Et je faisais partie à l'époque des 3-4 femmes qui exerçaient ce métier-là. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, dans l'univers préfectoral, j'ai constaté, alors j'ai quand même relevé un petit point, un petit passage sur Martine Blanc, dont la trajectoire était dotée d'un capital symbolique, parce qu'elle avait l'avantage d'avoir eu une longue carrière dans la sous-préfecture avant d'accéder à la préfectorale.
Donc, Elsa précise que cela fait défaut, ce parcours long fait défaut à quelques femmes aujourd'hui dans la préfectorale qui ont eu la particularité d'être nommées, peut-être à la faveur de quotas, alors on peut y revenir. Je trouve au contraire, mais voilà, c'est un point de vue un peu distancié par rapport à ce qu'Elsa explique dans la thèse, qu'aujourd'hui, dans la préfectorale, l'hybridation des parcours est fortement valorisée. Voilà, donc je suis moi-même issue d'autres milieux, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais j'ai des collègues également qui sont issus de milieux divers. Alors des collègues notamment sous-préfètes, une sous-préfète qui exerçait le métier de vétérinaire, et j'ai une collègue sous-préfète également qui vient de la justice administrative. Et je peux vous dire que ce parcours, ces trajectoires, donnent une réelle légitimité à leur approche. Voilà, et ce qui permet également d'organiser une réelle complémentarité dans l'équipe. Voilà, donc on est quand même aujourd'hui, je trouve, dans un temps où ce qu'on a fait avant est valorisé. Et bien entendu que mon parcours dans les collectivités, je l'utilise au quotidien, et ce qui me permet aujourd'hui de dialoguer dans l'aisance avec les élus, les collectivités que je rencontre au quotidien. Voilà. Alors, peut-être pour venir aussi sur la thèse d'Elsa, bon, j'ai moi-même passé les concours de l'administration et j'ai la particularité également d'avoir échoué à 1 point d'une barre de concours fixée à 413,83 avec un score de 412,83. Voilà, j'ai peut-être pas couru assez vite aux 100 mètres et donc il m'a manqué ce petit point pour atteindre les 413,83. Et il faut dire que la même année, les médias se sont fait écho d'un manque de femmes, d'un manque de profils issus. Voilà. Alors, il y a juste parfois, on peut constater une petite dissonance dans les discours parce qu'il y a toujours la possibilité il y a toujours les possibilités d'ouvrir les portes. Je pense que les compétences sont là, les volontés sont là, et que tout est question effectivement des objectifs que l'on se donne. Et ces objectifs, ils ont quand même tout avantage à être quantitatifs, parce que ce sont les chiffres qui nous donnent l'indication sur cette nécessaire transformation sociale. Alors on le voit aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment le ministère de la Transformation publique donc vient d'instituer les prépas, vient d'ouvrir largement les prépas talents, les prépas talents du service public, et on le voit effectivement, on aura ces places réservées, dédiées, et qui vont permettre quelque part de travailler sur le stock. Et donc, il nous faut travailler sur le flux pour travailler sur le stock. Alors, dans la préfectorale, j'anticipe un peu, hein, je poursuis mon propos si Françoise me le permet. Bien sûr, vas-y, Nadège. Donc, nous avons effectivement, il y a des objectifs de primo-nomination. Ces objectifs de primo-nomination ont été portés en 2017 à 40%. Et donc, cela a été posé par par la loi du 12 mars 2012, complétée par le décret du 30 avril 2012. Donc, effectivement, on a eu cette progressive montée en puissance avec des primo-nominations de femmes qui doivent atteindre au minimum 40%. Et chaque année, je sais que c'est une gageure pour le ministère que d'introduire effectivement ces 40% de femmes en primo-nomination. Donc, moi, je fais partie d'une vague, qui est la vague 2020, il est clair. Mais quelque part, je pense que toutes ces femmes qui ont fait partie n'ont pas à rougir, quelque part, d'en faire partie, parce qu'elles ont eu un passé, et un passé qui est tout aussi légitime. Et ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir le dire, l'affirmer. Voilà, alors effectivement, ce travail sur le flux nous permet quelque part de faire évoluer un stock. Et dans la préfectorale, on est passé de 6 femmes préfètes exerçant en territorial, parce que vous avez également des hommes et des femmes qui ne travaillent pas sur les territoires. Donc 6 femmes préfètes en 2004 à 25 en 2017. Je suis désolée, je n'ai pas de chiffres actualisés, mais on doit être aujourd'hui un peu plus de 25 sur un total de 160 environ préfets exerçant sur les territoires. Pour ce contingent-là, au niveau, en revanche, des sous-préfètes, c'est tout à fait différent. Les sous-préfètes sont plus nombreuses et elles sont passées de 60 en 2004 à 125 en 2017. Voilà, donc aujourd'hui, les femmes préfètes représentent plus de 20% de la totalité des préfets, et les sous-préfètes représentent peut-être près de 30 à 40% de la totalité.
Mais encore une fois, je prends beaucoup de distance sur ces chiffres qui ne sont pas du tout actualisés. Voilà. Alors, au niveau des représentations, oui, Françoise, je vois. Vas-y, donc je te laisse aborder ton dernier point, puisque tu parlais des représentations. Merci pour ces chiffres, hein, puisqu'il est très important aussi qu'on puisse compter, en fait. Hein. Ce qui compte existe. Donc, si tu peux faire ton dernier point, et peut-être on aura des réactions de nos participants. Je reviens effectivement sur un point qui était évoqué également dans la thèse d'Elsa. Hein. J'ai lu quand même quelques pages. Notamment sur le travail nécessaire sur les représentations. Je ne suis pas certaine aujourd'hui qu'il faille s'inscrire dans une virilisation. Voilà, ce n'est pas quelque chose à démontrer au quotidien. Je peux vous dire que la jupe a autant de succès que le pantalon, si ce n'est pas davantage. Donc, il n'y a pas de... voilà, je pense qu'on ne doit pas surjouer ou surfaire. Ou, finalement, on doit être assez fidèle à soi-même dans le poste que l'on occupe et ce n'est pas aujourd'hui une difficulté. Néanmoins, quand même, un petit travail sur les représentations, comme je le disais. Quand on voit une femme, on a tendance à dire, on a tendance souvent à lui dire « Madame la sous-préfète ». Voilà, moi, je ne compte plus les moments où, effectivement, on m'interpelle de cette façon-là. Donc, on a du mal, effectivement, à se dire « Cette femme est préfète ». Alors, bon, pour ma part, parce qu'il y a un préfet de département et que je travaille à ses côtés, donc effectivement, il n'est peut-être pas naturel qu'il y ait effectivement 2 préfets dans un département, mais c'est le cas quand même dans quelques départements en France, puisque les préfets délégués à l'égalité des chances sont des préfets de plein exercice. C'est le cas également des préfets délégués à la sécurité et à la défense, qui sont également des préfets de plein exercice, et que effectivement l'appellation préfet délégué peut porter à confusion. Mais néanmoins, effectivement, spontanément, on a du Madame la sous-préfète. Voilà, autre petite anecdote. Je réalise moi avec beaucoup de plaisir toutes les cérémonies militaires et voilà, mon préfet me les confie volontiers, donc je me rends avec plaisir pour réaliser les commémorations. Je me rends également à l'école des officiers de gendarmerie de Melun, aux côtés des généraux pour la remise des sabres ou d'autres manifestations à caractère très très symbolique. Et alors, la dernière fois, j'étais assez surprise parce que le second de l'école est venu vers moi en me disant « Ah, félicitations, Madame la préfète, vous avez un demi-tour droite qui est parfait. » Voilà, on voit que vous venez quelque part du milieu militaire et c'est pas si courant. Voilà, donc effectivement, preuve que on peut être une femme dans la préfectorale et avoir un demi-tour droite exemplaire. Voilà. Merci beaucoup, chère Nadège. Je vois que le temps passe. Partager mon expérience. Merci, chère Madame la préfète. Nous, vraiment, on est vraiment très fiers de te compter parmi nous. Je voulais juste aussi rappeler que vous pouvez poser des questions sur le chat. S'il n'y a pas de demande urgente de réaction, nous allons peut-être pouvoir poursuivre. Vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage extrêmement intéressant, extrêmement moderne, extrêmement actualisé. On va poursuivre avec nos 2 collègues DGS. Elles sont toutes les 2 en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si c'est un hasard. Mais donc, je vais donner la parole à Anne-Sophie Dourne, pour quelques minutes aussi. Anne-Sophie, donc, tu as témoigné de ton parcours. Comment ça se passe à la ville de Saint-Denis, où c'est la première fois qu'il y a une femme qui est à la tête de l'administration de la ville? Comment ça se passe pour toi? Comment c'est perçu par l'encadrement, les agents, les partenaires sociaux? Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ta pratique d'être une femme à ce poste? Quel type de femme leader es-tu? Chère Anne-Sophie, elle doit être quelque part, je ne la vois pas, moi, mais Ici, je suis là. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci beaucoup pour Merci d'être là. Oui, je suis là. J'espère que vous m'entendez bien. En écoutant Nadège, j'avais des petits problèmes de connexion, donc j'espère que la parole a des... On entend assez bien. Une autre connexion. À toi la parole, Anne-Sophie. Peut-être tu peux. C'est dommage de ne pas te voir. Peut-être si tu coupes la caméra, on entendra mieux. C'est dommage. Moi, j'aime bien voir les gens à l'écran, mais. Est-ce que tu peux. Chère Anne-Sophie, je vais peut-être
te demander d'intervenir après Delphine. Peut-être que ça ira mieux dans 10 minutes. Est-ce que ça te convient? Je passe la parole à Delphine et puis en espérant que ça ira mieux dans 10 minutes. Donc Delphine, directrice générale des services à la ville de Saint-Ouen, c'est pas très loin d'Anthony, et tu as un parcours très riche, très original. Et je sais que tu as beaucoup à dire, on a pas mal échangé déjà sur ce sujet. Est-ce que le fait d'être une femme a influencé ta carrière? Est-ce que tu as observé des évolutions, notamment des élus? Voilà, je te laisse la parole. Quel est le rôle du quota? Donc on est déjà un petit peu en retard, donc tu as à peu près 7 minutes pour toi. Bonjour à tous, merci à l'ATF, à Fabien et à Françoise pour l'invitation. Je crois que les moments comme ceux qu'on vit sont vraiment importants pour donner envie, pour susciter peut-être des vocations parmi celles qui nous regardent. Merci aussi, bien sûr, à Elsa Favier. Moi, j'ai pris le temps de lire votre thèse que j'ai trouvée passionnante. Et lorsque j'ai fermé votre thèse, je me suis dit que dans mon parcours, ce qui me faisait plus écho à votre thèse, c'était effectivement le moment où je suis passée côté État, puisque donc, je suis administratrice territoriale, j'ai travaillé à la région, à la mairie d'Aubervilliers, et puis après, j'ai décidé d'aller sous-préfète. Je suis aussi allée à la Cour des comptes et je suis revenue en territorial avec un très grand bonheur. Et effectivement, lorsque je m'interroge sur ma carrière, parce que je crois que c'est vraiment ça, c'est l'égalité, on pourra dire qu'elle est là lorsque on pourra se retourner vers nos carrières et se dire qu'elle aurait été la même si on avait été un homme ou une femme. Et très honnêtement, je crois que les moments où ça a joué pour moi d'être une femme, c'est lorsque je suis allée en mobilité à l'État. Et beaucoup moins en territorial. En tout cas, j'ai ce ressenti-là. Donc, ça m'intéresserait d'objectiver cette intuition et que vous puissiez travailler aussi sur les parcours dans la territoriale et peut-être aussi sur les parcours de mobilité. Je dis que ça a compté pour moi en préfectorale parce que je pense que j'ai bénéficié sans doute du fait qu'il y avait, à l'époque où je suis allée en préfectorale, moins d'hommes sous-préfètes et que sans doute ça a facilité mon intégration dans le corps et que j'ai été poussée sans doute par la direction des ressources humaines du ministère de l'Intérieur. Et j'ai ce sentiment parce que le premier poste sur lequel j'ai été positionnée à ce moment-là, qui était un poste de directrice de cabinet dans une préfecture, eh bien, il n'y a pas eu de suite à ce premier positionnement parce que le préfet de l'époque a refusé ma candidature, non pas parce que j'étais une femme, mais parce que j'étais mère de famille avec des jeunes enfants qui pensaient que je n'allais pas avoir la disponibilité requise pour occuper ce poste. Voilà, donc c'est principalement à ce moment-là que… alors ça a changé aussi ma vision du coup sur les règles de parité. Alors, moi, j'étais plutôt contre. Je me disais que voilà, j'avais un parcours Sciences Po, que j'avais eu le concours, donc j'étais légitime. Pour moi, j'étais tout à fait légitime. Et en fait, je me suis dit qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu ces quotas, peut-être je n'aurais pas pu accéder à des postes en préfectoral. En territorial, je l'ai beaucoup moins senti, ça doit jouer sans doute. En tout cas, moi, je ne le sens pas quand je suis en poste, à aucun moment en poste, alors que ce soit en préfectoral, à la Cour des comptes, en territorial et quels que soient les postes que j'ai occupés aujourd'hui aussi en tant que DGS. Pour le coup, jamais je n'ai eu le sentiment d'être discriminée. Alors évidemment, vous pouvez avoir des remarques peut-être sur les vêtements, sur des choses comme ça, mais je crois que ça se traite très bien par l'humour et en tout cas, je n'ai jamais eu l'impression d'être mise en cause. Donc je crois que le principal sujet encore, c'est le moment de la mobilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous recruter ou pas? Est-ce qu'on va vous faire confiance? Et effectivement, là, on sait que c'est compliqué. À mon avis, pour deux raisons. Il reste deux choses sur lesquelles il faut travailler. Je crois que les femmes sont très bien acceptées dans une équipe dirigeante, quand on est plusieurs. Donc, poste de directeur, poste de DGA, voilà, poste de direction et de responsabilité lorsqu'on est plusieurs. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. La vraie difficulté, c'est quand on doit en choisir un, quand il y a un chef, donc quand c'est la tête de l'administration. Et là, effectivement, tout le monde a des projections, en tout cas historiques, hein, vous l'avez évoqué. Le chef, c'est celui qui impose, celui qui donne une direction. Et donc, on a sans doute cette image un peu de valeur virile ou masculine. Je crois que ça, c'est en train de s'atténuer. Moi, je suis très confiante, je suis très optimiste. On voit que le modèle managérial, il évolue et que de plus en plus, le chef, ce n'est pas celui qui impose, mais c'est celui qui emmène une équipe
c'est celui qui sait déléguer, qui sait donner à chacun au sein d'une équipe ses responsabilités et qui est le garant plus d'un processus décisionnel et d'un parcours. Et donc ça, je crois que ça peut s'atténuer. Autre message positif, on a toujours un sujet lorsqu'on est en mobilité, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le sujet de la charge de famille, le sujet de la disponibilité. Là-dessus, je suis aussi très optimiste pour 2 raisons. D'abord parce que je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait des femmes dirigeantes, ça fait bouger les lignes, comme ça a été dit tout à l'heure sur le profil de préfète dont vous avez parlé, mais aussi parce que j'ai le sentiment, quand je parle avec mes collègues masculins, que c'est des sujets qu'ils ont de plus en plus aussi à cœur, c'est-à-dire de concilier vie privée, vie professionnelle, y compris dans les mobilités géographiques, et que ça, toutes les conquêtes qu'on va avoir, peut-être parce qu'il y a plus de femmes au poste de pouvoir, mais toutes ces conquêtes qu'on aura sur la fin du présentiel obligatoire, ça bénéficiera aussi aux hommes. Et là-dessus, je crois que cette crise, qui a eu plein de défauts en termes managériaux, mais a au moins ce mérite, c'est de montrer qu'on peut travailler tout en n'étant pas en présentiel et qu'il y a peut-être d'autres modes d'organisation du temps de travail et qu'on peut aussi travailler le jour, récupérer ses enfants le soir, retravailler le soir, enfin voilà, qu'il y a peut-être plus de flexibilité dans l'organisation, que ça bénéficiera à tout le monde. Autre élément d'optimisme pour moi sur l'égalité, je pense qu'on est presque et que le mouvement il est irréversible, c'est vraiment le fait qu'il y a un effet de modèle dans les recrutements. On a de plus en plus d'élus, c'est nos employeurs, de plus en plus d'élus femmes. Nos élus hommes, les nouveaux, en tout cas la nouvelle génération, a l'habitude de s'adresser aux femmes en égalité et sans avoir d'arrière-pensée. Et je crois que ce n'est pas une coïncidence si Anne-Sophie et moi, on est DG en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on est toutes les deux, on a été toutes les deux recrutées par une nouvelle génération d'élus qui a l'habitude de recruter et de travailler avec les gens, non pas parce que c'est des hommes ou des femmes, mais parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, parce qu'ils ont les compétences et l'expérience requises. Et donc moi, je suis très, très optimiste de ce point de vue-là. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un effet de seuil aujourd'hui. Cet effet de seuil, il est réversible sur les nouvelles générations. Voilà, il y a des effets de réseau, il y a des viviers qui sont en train de se constituer. Et je crois que ça, c'est très important, tout ce qui est parrainage, tout ce qui est accompagnement des femmes. Et puis, voilà, il y a vraiment un effet modèle pour les futurs dirigeants, mais aussi pour l'ensemble des femmes dans les collectivités. Moi, il y a plein de femmes, des assistantes, des infirmières, enfin, tout type de métiers qui me disent « Ah là, vous êtes vraiment un modèle pour moi ». Alors, en général, elle ne rajoute pas parce que vous êtes une femme dirigeante. Comment vous faites avec 3 enfants? Voilà, c'est un peu ça le sujet. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment cet effet de seuil, il va faire en sorte que à terme, on va vraiment s'acheminer tranquillement, en douceur vers l'égalité. Et je crois qu'encore une fois, moi, je pense toujours à mes collègues masculins. En fait, ils ont les mêmes problématiques. C'est peut-être moins avoué, c'est peut-être moins directement assumé, mais je crois que ça bénéficiera à tous. Merci beaucoup, chère Delphine. Vraiment, de toute façon, beaucoup de concision. On est content d'apprendre que la territoriale serait peut-être moins discriminante que la fonction publique d'État. Voilà, donc ça, c'est vraiment une chose extrêmement intéressante. Et aussi que les nouveaux modes de travail peuvent être un facteur d'une plus grande égalité dans l'administration. Et puis aussi, donc, que vous pouvez des femmes modèles aussi pour les agents, pour les encadrants et aussi peut-être pour la population. Je ne sais pas si Nadège ou Elsa voulaient réagir ou vous voulez interagir entre vous avant de donner la parole à Anne-Sophie, qui, je pense, doit être en ligne. Ou sinon, on laisse la parole à Anne-Sophie, vous réagissez après, si vous voulez. Donc voilà, Anne-Sophie, j'espère qu'on va pouvoir t'entendre mieux donc, depuis Saint-Denis. Alors, normalement, cette fois, ça remarque. Génial. Bon, on ne dira pas à la DSIM qu'il a fallu que je passe, à notre DSI qu'il a fallu que je passe par mon téléphone perso et le réseau perso plutôt que par… voilà. Bon, pour réussir à bonjour, en tout cas, j'ai parfaitement entendu Delphine et j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Françoise, pour cette organisation et aux précédentes intervenantes pour ces interventions extrêmement intéressantes, stimulantes et, voilà, et l'optimisme qui se dégage, je pense, de nos présentations
présentation et de nos parcours. Peut-être je vais essayer à la fois d'insister sur des éléments de mon parcours et réagir sur ce qu'ont pu dire Nadège et Delphine. Peut-être première chose par rapport à mon parcours et pour réagir aussi sur la présentation d'Elsa Favier. Alors on parle beaucoup de la diversification des parcours après le concours. Moi, j'ai une autre voie qui est celle aussi de la diversification de l'autre parcours avant d'entrer dans la territoriale et avant d'entrer dans l'administration tout court et avant le concours. Moi, j'ai une première partie de carrière où j'ai été chercheur en sciences politiques et enseignante. On peut se dire que c'est un milieu qui est un milieu finalement très ouvert aux femmes. Je pense que, je ne sais pas si, côté Elsa Favier, elle sait s'il y a eu des études qui ont été faites sur l'accès aux fonctions de maîtrise de conférences, au professorat des universités, mais je pense qu'on est aussi dans un milieu où, en tout cas, à l'époque où j'ai soutenu ma thèse, au milieu des années 2000, qui était encore aussi très marqué par des stéréotypes et par des inégalités. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait le choix d'entrer dans la territoriale, c'est pour une raison d'envie vraiment d'aller sur le terrain et d'être sur des fonctions managériales. Mais néanmoins, cette première partie de carrière, elle m'avait donné, je pense, à la fois une double légitimité, une légitimité technique d'une certaine manière. J'avais travaillé sur l'analyse des politiques publiques et donc je pense que des recruteurs DG et maires m'ont fait confiance en considérant que de savoir analyser les politiques publiques me permettrait d'être assez opérationnel dans la capacité de les mettre en œuvre. Et d'autre part, une forme de légitimité territoriale, puisque j'avais travaillé dans ma thèse sur notamment un territoire et une ville de Seine-Saint-Denis, dont j'étais par ailleurs originaire, d'où on parle d'Elsa Favier tout à l'heure. On retrouve ici. Et donc, ça m'avait aussi donné une légitimité territoriale en tant que telle qui m'a permis ensuite d'exercer des postes de direction, puis de direction générale adjointe, et avant d'arriver en juillet 2020 sur ce poste de DGS à la ville. Et donc, cette légitimité technique, mais aussi peut-être une forme de légitimité posturale, je ne sais pas si le terme est le bon, mais parce que finalement, enseigner à l'université, c'est aussi enseigner devant des grands amphis et dans la question qui est celle de la prise de parole en public, de la capacité managériale aussi d'une certaine manière. C'était une autre forme de développement de compétences, mais que j'ai pu valoriser et sur lesquelles on a pu me faire confiance. Peut-être deuxième chose, toujours un peu sur ces logiques de parcours et de questions de genre. Moi, j'ai peut-être une petite particularité, c'est que finalement, je suis une femme DGS en ayant très peu exercé dans les fonctions ressources, alors qu'on sait que finalement, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais très souvent, on a un accès aux fonctions de DGS après avoir exercé les ressources. Alors, j'ai été un petit temps sur des fonctions RH, mais néanmoins, j'ai plutôt un parcours qui est un parcours autour de la politique publique et autour de la conduite de projet. Et je pense que ça faisait aussi partie du profil. Delphine disait tout à l'heure qu'on a toutes les deux été recrutées par des élus d'une nouvelle génération et qui avaient envie, dans la transformation de leur ville, d'avoir des DGS qui allaient porter une vision très forte tournée autour des politiques publiques et autour du projet. Et finalement, venir des politiques publiques opérationnelles, du champ de l'éducation, de la culture ou du sport, a pu, je pense, aussi être un plus dans mon recrutement. Mais néanmoins, si mon parcours a été très tourné autour des politiques éducatives, culture, sport, si on regarde ces thèmes-là, cela ne veut pas dire que c'était forcément des sujets dans lesquels finalement la question de genre ne se posait pas du tout. D'une part parce que quand j'étais en direction et en DGA sur un pôle éducation, on portait aussi tout le plan d'investissement, c'était un plan assez magistral au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Donc finalement, je portais les enjeux de commande publique et de suivi des chantiers qui sont quand même ô combien des sujets genrés. Et je peux vous dire que des réunions sur des crises de chantier à 7h30 du matin, entourées que d'hommes pour s'énerver assez fortement sur tous les retards de chantier, amène aussi à s'interroger sur sa posture de femme. Et je retiens vraiment ce que disait Nadège, en fait, qu'il ne faut pas chercher le virilisme à tout prix et vraiment rester dans sa posture, même lorsque l'on est confronté à un milieu très masculin. Et d'autre part, mais c'est aussi le cas de Delphine, nous sommes à Saint-Denis comme à Saint-Ouen et sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, sur un territoire qui est très marqué aujourd'hui par des chantiers, par la dynamique olympique, où là aussi, finalement, on se rend compte que caractère
fortement masculin des réunions auxquelles on peut assister et des thèmes et des suivis des dossiers se posent. Et donc peut-être dernière chose, puisqu'on parlait aussi de la perception de notre rôle de femme DGS, je suis complètement d'accord, on s'était déjà dit avec Delphine sur le fait que finalement, je ne pense pas que le maire m'a recrutée parce que j'étais une femme, mais en même temps, c'est un sujet qu'on ne s'est jamais posé, lui et moi. À force, je me dis qu'il va falloir que je lui pose la question. Le jour où on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble dans cette aventure qui était celle d'un nouveau mandat, d'un nouveau maire qui arrivait, finalement, ce sujet n'a jamais été abordé, ni par lui, ni par moi. Et alors là, je vais le dire à la fois de manière positive avec tout l'optimisme de Delphine, mais aussi parfois avec un peu de circonspection. C'est-à-dire que finalement, depuis mon arrivée en juillet 2020, je pense qu'on n'a pas dû... je pense que se compte sur les doigts d'une main, voire les premiers doigts d'une main, le nombre de fois où il a été abordé le fait que j'étais femme DGS, la première femme DGS de cette collectivité. Et si on prend l'exemple du territoire de la Seine-Saint-Denis, je comptais l'autre jour sur 40 communes, 4 EPT, un conseil départemental, je crois qu'on est moins de 10%, autour de 10% de femmes. Et c'est un sujet qui ne vient pas du tout. Je le disais, qui n'est pas venu dans mon échange avec le maire, mais qui n'est pas non plus venu du côté des agents, qui n'est pas venu du côté des équipes. Et alors, à la fois, je le vois comme un grand motif d'optimisme, parce que finalement, ce n'est pas un sujet. J'avoue que je craignais un peu que ça puisse être un sujet dans un regard qui aurait pu être un regard critique ou dubitatif au moment de ma nomination. On a vécu un conflit social extrêmement, extrêmement dur. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, dans un passage, on a fait un choix de conduire très, très vite une réforme RH et le passage de 1607 heures qui a donné lieu à un conflit social très, très dur, plus d'1 mois de grève, des intrusions, y compris 150 personnes devant ma porte, des violences en conseil municipal, etc. Et j'étais à la fois, notamment le jour où il y avait 150 personnes devant ma porte de bureau, où je sors et où j'essaye d'interpeller et de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, je sors physiquement à ce moment-là. J'étais à la fois très fière finalement qu'à aucun moment ma condition féminine ne soit abordée, ni sous l'angle oh là là, vous avez fait ça alors que c'est une femme et donc d'une supposée faiblesse, ni sous forme d'un surcourage qui ne serait pas simplement de la posture de la dirigeante, mais oh là, qu'elle est courageuse pour une femme d'être effectivement sortie. Donc, j'étais à la fois assez contente, effectivement satisfaite que ce ne soit pas un sujet, et en même temps un peu circonspecte. Parce que finalement, si on revient sur les questions aussi d'exemplarité et un peu de modèle, je me dis que le fait d'être finalement qu'on en parle si peu m'interpelle aussi. Et donc amène aussi à moi-même me dire, est-ce qu'il faut que en externe, ce que je fais ici, mais aussi en interne, je reprenne la parole en signifiant la particularité quand même et le caractère exemplaire dans tous les sens du terme de mon arrivée à ce poste. Et je prends souvent cet exemple, j'en terminerai par là. Quand on a présenté le rapport égalité femmes-hommes dans le cadre des documents budgétaires, il y avait tout un paragraphe proposé par la DRH, là, très classique, sur la situation de l'encadrement au sein de la collectivité. Et donc, où il était écrit que progressivement, nous voyons au sein du CODIR une augmentation du nombre de femmes, et il y avait un chiffre sur 3 ans. Et je me suis posé la question parce que la version qui m'est arrivée ne mentionnait pas ma propre nomination. Et à ce moment-là, je trouve que je me suis vraiment trouvée confrontée à une question presque intime finalement, qui était de dire est-ce que, à la fois pourquoi, est-ce que ça n'a pas été pensé, envisagé, est-ce que c'est y compris parce que finalement on était dans une réflexion qui tournait beaucoup autour de l'encadrement intermédiaire et du CODIR et que finalement la direction générale est vue comme un monde à part, ce qui nous dit beaucoup de choses aussi sur la réflexion managériale, je pense, dans nous, et en tout cas dans ma collectivité. Mais aussi, je leur dis, est-ce que
il m'appartenait effectivement à moi. Alors au final, je l'ai effectivement fait ajouter. J'ai essayé de trouver une formule qui n'essayait pas de le placer sur un ego personnel, mais bien pour montrer ce que ça signifiait aussi en termes de levée du plafond de verre, parce que statistiquement, on le voit bien, que c'est finalement ce dernier plafond de verre qui existe dans la collectivité. Voilà, peut-être plein d'autres choses à dire, mais je vais insister sur ces deux, trois points. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le concept de légitimité posturale et aussi le fait aussi que dans la territoriale, les femmes, elles vont sur les chantiers avec la dynamique olympique. Ça permet aussi un élargissement des choix professionnels qui est quand même assez intéressant aussi en termes de perspective. Et puis aussi le fait d'inscrire dans le rapport égalité avant le vote du budget des chiffres extrêmement précis sur les femmes au poste de direction, ça me semble extrêmement important. Est-ce que vous souhaitez réagir, Nadège, Delphine, Elsa, Aline? Est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit ou compléter? Sur la dernière intervention, parce que je trouve ça extrêmement perturbant finalement de gommer le caractère féminin en fait de votre nomination. Alors, pas parce que voilà, il faut absolument le pointer du doigt, mais le fait même que dans ce rapport, ce que vous disiez à la fin, ça ne soit même pas mis en avant, je pense que c'est assez révélateur d'une espèce de chape en fait de plomb en disant il y a une femme, on ne va pas trop le dire quand même, parce que si on dit que c'est une femme, on va penser peut-être qu'elle est là parce que il y a des quotas derrière. Alors, on le disait tout à l'heure, j'ai noté ce que disait Nadège aussi, entre la femme quota et la femme promotion canapé, globalement, il n'y avait quand même pas beaucoup d'espace. Et là, du coup, c'est justement l'occasion de mettre en lumière cet espace-là et on le prend pas en main comme si, c'est une femme et on va pas trop le dire. Parce que des fois, que ça donne des idées à d'autres, en fait. Donc, c'est surtout ça, moi, qui me fait réagir. Parce que dans vos 3 témoignages, il y a toujours un moment où aussi, oui, on est des femmes, mais on va pas trop... Enfin, il ne faut pas trop le dire et il ne faut pas trop mettre notre ego devant parce que parfois, si on met notre ego devant, ça risque de coincer un peu. Donc, c'est assez révélateur globalement, je trouve. Merci beaucoup, Aline, pour ce commentaire. On a une question aussi sur le chat qui est comment faire pour que la lutte pour l'égalité s'inscrive dans une culture durable. Effectivement, il y a la loi, il y a la culture. Est-ce que l'une d'entre vous veut dire un mot à ce sujet? Et je n'oublie pas Nathalie qui doit intervenir juste après. Elsa. Ça va être une réponse un petit peu décalée, mais c'est aussi une manière de vous répondre, Delphine, sur le fait que vous disiez que vous étiez très, très optimiste. C'est juste que, en tant que sociologue du genre, ayant quand même pas mal lu les travaux d'historiennes du genre, c'est juste pour interpeller autour du fait qu'en fait, on voit que l'histoire des femmes n'est pas du tout linéaire. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse se dire qu'en tout cas, c'est une certitude qu'on aille vraiment vers un progrès inéluctable. En tout cas, dans l'histoire, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est plutôt pour attirer l'attention là-dessus. Et donc, je ne sais pas répondre à cette question de comment l'inscrire durablement dans la culture organisationnelle, etc. Mais par contre, je pense que c'est la question. Voilà, donc je laisse d'autres répondre. Voilà. Oui, juste peut-être sur l'optimisme, je suis peut-être allée un petit peu vite. Je pense que l'optimisme, effectivement, j'en suis convaincue, mais j'en suis convaincue à partir du moment où on s'en empare. Je crois que le vrai sujet, à vrai dire, il est dans la question de la légitimité. Personne ne se pose jamais la question de la légitimité d'un homme. Il est légitime s'il est compétent, s'il a tel ou tel parcours, mais on ne se demande pas s'il est légitime parce qu'il est un homme. Et la vérité, c'est qu'on se pose cette question quand on est une femme, et en plus, on se la pose pour soi. C'est-à-dire que je crois, moi en tout cas, je pense que j'ai une stratégie pour me conforter, pour rassurer mes employeurs, une
stratégie de mobilité. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui le font aussi, mais je crois que c'est plus profond chez la femme, peut-être un espèce de vieux sentiment d'imposture dès lors qu'on s'approche du pouvoir. Moi, j'ai une collègue qui était déjà ressource dans une ville. Le poste de DGS se libère. Elle me dit non, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas ambitieuse. Alors, ça m'a un petit peu surprise parce que voilà, c'était une collègue administratrice territoriale. Elle avait tout ce qu'il fallait sur le CV. Elle était appréciée en interne, mais voilà, il y avait un petit côté non, ça ne correspond pas à l'image. Et donc, je pense que moi, je suis optimiste à condition qu'on surmonte ça. Et pour surmonter ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois vraiment à la force du vivier, je crois à la force de moments comme ceux-là, je crois à la force du parrainage, je crois à tout ce mouvement de mobilisation. Et ce qui me rend confiante aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'hommes administrateurs à nos côtés sur ces sujets-là. Dans les réseaux féminins, il y a de plus en plus d'hommes aussi. Je ne sais pas s'il y en a avec nous encore, là, je l'espère. Mais c'est pour ça que je suis très optimiste. C'est parce que je crois qu'à partir du moment où nous, qui sommes dirigeants, qui sommes des futurs recruteurs, qui sommes déjà des recruteurs, qui avons une responsabilité, un rôle, à partir du moment où voilà, on s'empare de ce sujet-là, je suis très optimiste. Voilà, donc c'est la petite pondération que je voulais apporter. Merci beaucoup Delphine. Je pense que Nathalie Pile est toujours en ligne. Chère Nathalie, c'est question de légitimité pour les femmes qui accèdent au poste de décision, ça doit te parler. Donc, toi, en tant que présidente de notre nouvelle association TOGAP, que peux-tu nous dire sur ces questions de gouvernance et d'accès des femmes au poste de décision, Nathalie ? Bien, si je peux me permettre de rebondir sur ce qui vient juste d'être dit et ce que je relève, c'est que d'une part, dès qu'on s'approche des postes les plus élevés de la hiérarchie, en fait, vous sentez bien là, toutes celles qui se sont exprimées, qu'il y a une résistance. Et je partage tout à fait ce que disait à l'instant Elsa Favier, c'est que dans l'histoire, cette progression de la part des femmes dans les postes de décision et dans les postes d'autorité, ça n'est pas linéaire du tout. Et quand on se place du point de vue des travaux que nous faisons à l'intérieur de nos réseaux, donc que ce soit l'administration moderne depuis plus de 20 ans dans l'administration publique d'État et avec l'ATF qui travaille aussi avec nous, et également avec ce collectif TOGAP, ce dont on s'aperçoit, notamment très récemment avec la loi sur la fonction publique en 2019, c'est qu'on progresse sur l'égalité professionnelle, mais on ne progresse pas sur l'accès des femmes dans les postes de décision. Et quand on a échangé avec les pouvoirs publics l'année dernière sur la raison pour laquelle, dans ce type de loi, vous avez des dispositifs intéressants et qui comment dire, qui contiennent des avancées en matière d'égalité professionnelle. La raison pour laquelle on n'a pas d'avancée sur les dispositifs d'accès des femmes aux postes de décision, c'est parce qu'il y a une résistance encore aujourd'hui des employeurs publics. Les employeurs publics de l'État comme des collectivités territoriales. Alors, moi, je peux être très optimiste pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que le vent de l'histoire va vers l'égalité femmes-hommes. Je suis très optimiste aussi parce que je vois les résultats qui sont obtenus par les réseaux professionnels féminins, mais je vois au quotidien les résistances dans le fait que les femmes accèdent à des postes de décision. Et aujourd'hui, c'est-à-dire plus on est proche du pouvoir, plus on est proche du partage de la décision, moins les choses sont faciles. Et il suffit de voir les dispositifs qui existent dans le secteur public et dans le secteur privé et de les comparer. C'est ce qu'on fait dans ce nouveau réseau des réseaux professionnels féminins du secteur public et du secteur privé. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le secteur public, on n'applique pas ce qu'on impose au secteur privé. Au secteur privé, on impose des dispositifs qui sont sur les stocks, sur les quotas, et alors que sur des quotas de stock, alors que dans le secteur public, on en est encore à des quotas sur des flux. C'est-à-dire qu'on est quand même vraiment très à la traîne. De la même façon, on impose au secteur privé un index qui permet la publication d'un certain nombre de chiffres, qui a ensuite un effet vertueux
en termes de réputation de l'employeur, eh bien, côté secteur public, on n'a pas ce dispositif. Et côté secteur public, on ne publie pas, on ne publie même pas des chiffres qu'on a extrêmement facilement, qui sont les chiffres d'application de la loi Sauvadet. Et pourquoi? Parce que dans le secteur public, finalement, c'est le cœur même du pouvoir. Et donc, ce que je voudrais dire, et là, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que d'une part, le fait qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes dans les postes de décision, c'est un facteur de performance des organisations, comme des organisations du secteur public comme du secteur privé. C'est une question de justice sociale, mais c'est aussi une question de performance, c'est une question de qualité de la décision publique. On n'a pas la même qualité de la décision publique si elle n'est pas prise également par des femmes et par des hommes, parce qu'on a une vision du monde qui doit être une vision qui doit rencontrer celle du corps social. Et si on veut être en adéquation avec les attentes du corps social, on doit avoir une égalité femmes-hommes dans les lieux où on élabore et on met en place les politiques publiques. Donc, on n'est pas du tout, ce qu'on entend beaucoup, sur un sujet de femmes favorisées, mais on est sur un sujet d'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de mettre cette question d'égalité femmes-hommes au cœur de la relance. D'ailleurs, c'est ce qu'on a beaucoup porté comme sujet. Et ce que je voudrais dire également, c'est que je rejoins tout à fait ce que disait Delphine tout à l'heure, c'est qu'il faut s'emparer du sujet. Si on ne s'empare pas du sujet, il n'y a absolument aucune raison à ce que les choses spontanément se mettent en place. Elles ne se mettront pas en place spontanément pour la seule et bonne raison qu'il s'agit du partage du pouvoir. Et là, véritablement, ça c'est d'expérience que je vous parle, véritablement, si on n'a pas de l'intérieur de nos organisations j'allais dire, une capacité forte à agir via les réseaux féminins, on avancera extrêmement lentement. Voilà, je m'arrête là parce que je vois qu'il reste très très peu de temps pour échanger, mais ce sont vraiment les messages principaux. C'est que, bien sûr, être optimiste, mais vraiment, il ne faut pas lâcher. Merci Nathalie pour ce message, malgré tout optimiste. Moi, je partage bien sûr ton avis, et notamment sur la publication des chiffres. On doit faire de l'archéologie chaque fois qu'on a besoin de chiffres sur les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, on a un vrai problème de ce côté-là. Et puis, le fait aussi que la qualité de la décision publique tient aussi à la mixité des effectifs au poste de direction. Alors, il nous reste très, très peu de temps. Moi, je donnerais bien juste la parole à chacune de nos intervenantes, peut-être pour une phrase et nos intervenants, et puis je dirais un mot de conclusion. Une phrase, c'est difficile, mais c'est mieux que rien. Je ne sais pas si Nadège est encore là. Je sais qu'elle était un peu pressée, donc elle n'est peut-être plus là. Delphine, tu veux dire un mot? Non, peut-être juste répondre à la question. Femme dirigeante, l'égalité, enfin. J'ai envie de dire oui, presque. Donc, restons mobilisés et merci à l'ATF pour toutes ces initiatives qui sont très précieuses. Je vais continuer, je ne vais pas dire enfin, je vais dire bientôt, parce qu'on n'y est pas tout à fait. Et je pense qu'effectivement, si on peut faire converger ce qui est fait dans le privé ou ce qui est demandé au privé, qui est vraiment le parallèle dans le public, parce qu'il y a des recettes qui marchent, alors qu'ils ne sont pas encore, là encore je vous rejoins, Elsa, tout n'est pas gagné, un retour en arrière, mais on n'est jamais à l'abri d'un retour en arrière, mais en tout cas, il faut qu'on puisse avancer dans les chiffres et dans la mise en lumière justement de ces femmes dirigeantes qui ouvrent la voie. Alors peut-être que moi ce que j'ajouterais c'est aussi que je trouverais bien, enfin en tant que personne extérieure aussi, que les politiques d'égalité puissent prendre en compte pas seulement les femmes dirigeantes et les femmes de tous les échelons de la hiérarchie, et qu'il y ait peut-être plus de ponts entre les différents niveaux de la hiérarchie justement dans les types de mobilisation qui existent, etc. Voilà. Anne-Sophie, je ne sais pas si elle est encore là. Peut-être partie, Anne-Sophie.
Si, je suis encore là. Non, mais effectivement, merci, merci beaucoup vraiment pour l'initiative et pour tous ces temps. Je pense que c'est aussi très inspirant pour que chacun et chacune d'entre nous décline aussi ce type d'initiative et de réflexion dans les collectivités. Modestement, on a essayé de le faire pour la première fois nous à la ville de Saint-Denis, mais voilà, je pense qu'on voit aussi que c'est comme ça que les modalités évolueront. Et ce que tu disais, une phrase, moi, c'est aujourd'hui mon nouveau leitmotiv, c'est de se dire à chacune d'oser, de dire aussi à chacun d'oser en tant que tel, mais voilà, d'oser ouvrir les portes et d'oser se dire que tiens, la porte est peut-être en train de s'entrouvrir et qu'on a une bonne occasion de pouvoir y aller. Eh bien, osons, on est à la Cité audacieuse, ça tombe bien, donc on va pouvoir mettre ça en pratique. Moi, je dirais bien aussi qu'il est important aussi de renforcer les réseaux. Dans l'administration d'État, il y a beaucoup de réseaux de femmes dans les ministères, et je pense que dans la territoriale, et peut-être dans les grandes collectivités, ce serait aussi intéressant qu'il y ait des réseaux de femmes, des réseaux d'entraide, de marrainage, de mentorat, on peut les appeler comme on veut, mais aussi qu'on développe aussi la force des réseaux. Moi, je suis vraiment ravie aussi de ces échanges très précieux, vraiment très précieux et en même temps très sympathiques. Et j'apprécie aussi qu'on ait de la connaissance et des échanges. Et moi, je rêverais vraiment, et je vais peut-être arrêter de rêver, je voudrais vraiment qu'on ait aussi des connaissances approfondies dans le domaine de la territoriale, comme il y en a maintenant au niveau de l'État, qu'on continue à rechercher. Et le fait de chercher, d'avoir de la connaissance, ce n'est pas un frein pour l'action, mais au contraire, c'est un levier pour l'action. Je dirais juste un mot pour dire que nous avons encore un dernier événement la semaine prochaine dans le cadre de notre mois de l'égalité sur un sujet intéressant qui est le budget sensible au genre. C'est mardi 16 mars de 12h30 à 14h. Je voulais remercier tout le monde vraiment d'être venu aujourd'hui. Mathilde du laboratoire de l'égalité, Sandra, Elsa Favier, Delphine, Aline, notre cher président Fabien, notre dessinateur Tommy, notre fidèle dessinateur. Et je pense effectivement qu'il faut continuer des rencontres de ce type pour mieux nous connaître, pour aussi observer une vraie dynamique et s'emparer vraiment de ce sujet, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Fabien est timide, mais je suis sûre qu'il va dire un petit mot quand même. Pour une fois, il est timide. Merci Françoise. Écoute, moi, je dirais qu'il faut être en même temps, c'est une formule consacrée un peu, il faut être en même temps optimiste, comme l'a dit Delphine, parce que je pense qu'il y a aussi un effet générationnel qui est évident, et déterminé, comme l'a dit Nathalie, à ne pas faiblir, car on a avancé, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà, en te remerciant, ma chère Françoise, pour l'organisation. Tu es aux 3/4 du marathon. Il te reste un événement. Félicitations en tout cas pour ces 3 premiers événements dont tu as dit à quel point ils avaient été importants dans la conduite de nos projets sur ce sujet de l'égalité. Enfin, merci à toi. Merci à nos amis du laboratoire de l'égalité de leur accueil. Merci à tous nos participants en ligne nos aussi. Intervenantes et nos… À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Il est 10h04, on est parfait.